Déjà, un grand merci d'avoir accepté, c'est hyper cool. Merci beaucoup. Ok, il n'y a pas de problème, avec plaisir. Gilles, t'es né le 2 janvier 81. T'as commencé le tennis assez tard, à l'âge de 15 ans. T'as rapidement eu envie d'être joueur de tennis professionnel, même en ayant commencé assez tard. T'es monté quand même négatif. Puis t'as été sparring partner de Joe Tsonga, Thomas Enquist, Marat Safin et Justine Hénin. Puis en 2007, tu t'es formé tout seul, hors du sérail, au métier d'entraîneur. Tu coaches actuellement le russe Daniil Medvedev à temps plein depuis l'été 2017 à l'Elite Tennis Center, la structure que tu as lancée à Cannes avec Jean-René Lisnard, 84e mondial en 2003. Je cite tes mots parus dans l'équipe. C'est parti d'une envie très profonde et inexplicable d'évoluer sur le circuit que tu as suivi contre vents et marées, une flamme intérieure puissante d'accéder au circuit pro, un long cheminement, une quête personnelle, une recherche sur toi-même pour expliquer ce qui pouvait te barrer la route et comprendre pourquoi tu avais une telle envie, une telle détermination. Tu t'es donné 24 heures sur 24, aller au bout de ta quête, c'était ton plaisir. Tu as été élu meilleur coach de la saison 2019 par tes pairs grâce à votre fructueuse association avec Daniil, devant Nicolas Massou et Dominique Thiem, Carlos Moya avec Rafa Nadal, Apostolos et son fils Tsitsipas. Ce sont les autres entraîneurs du circuit qui ont voté pour toi. Avec Daniil, vous vous êtes rencontrés en 2014. Il avait 17 ans et était 15e mondial junior, et tu dis qu'il n'avait pas forcément le physique d'un joueur de tennis, que tu le prenais pour un gars de passage à l'occasion d'un stage lambda au centre d'entraînement. Vous vous êtes vite très bien entendu, même si tu as appris à le connaître au fur et à mesure et à te rendre compte qu'il pouvait parfois péter les plombs à certains moments. Daniil confie volontiers qu'au-delà de votre collaboration, vous êtes amis en dehors du court, qu'à vos débuts, la relation n'était pas si simple à cause de la langue, entre autres. Medvedev ne comprenait pas tout en français. Ton poulain a fini l'année 2019 5e mondial, avec 59 victoires, dont 46 sur dur, 4 titres, dont 2 Master 1000 à Singsi et Shanghai, et 5 autres finales, dont sa première en Grand Chelem. Il y a un match à forte tension qui illustre bien ta connaissance du bonhomme au deuxième tour de l'US contre le Bolivien Hugo Delien. T'encourages Daniil à fracasser sa raquette à 3-3 au deuxième, chose qu'il exécute à merveille en démolissant son cadre tout en te regardant. Sauf que derrière, il joue enfin libéré et ira jusqu'au 5e set d'une finale incroyable de 4h51 contre Rafa Nadal en revenant de 2 manches à 0 et en perdant hélas 6-4 au 5e, mais en demeurant pas moins héroïque. Une année très fructueuse à tout niveau, puisque ton poulain a empoché la bagatelle de 7 millions de dollars de prize money. Ce qui t'impressionne le plus chez Daniil, c'est son cerveau, qu'il transforme parfois en magie, en génie. Tu dis que ce qu'il vit et capte semble hors de portée de la majorité des joueurs de tennis. Tu dis également par ailleurs que ta méthode de travail est holistique, que ce soit mentale, cérébrale, physique, technologique. C'est essayer de prendre en compte toutes les pièces du puzzle pour les agencer au bon moment. Ton message grâce à ton parcours est clair, aller chercher ce que chacun a au fond de soi. Peu importe les discours extérieurs, à condition de travail et d'investissement, c'est nos limites. Est-ce qu'on doit ajouter quelque chose d'important à ta présentation, Gilles? Écoute, non, c'est bien dit. Tu me connais mieux que moi-même maintenant, là, je pense. Ah oui, quand même. Non, c'est très très bien résumé, très bien synthétisé. Donc j'ai absolument rien à rajouter. Bon, merveilleux. Alors, reprenons au départ. T'as commencé le tennis à 15 ans. Comment t'as commencé et qu'est-ce que t'as ressenti au départ, dès le départ? Écoute, donc comment j'ai commencé? En fait, c'est venu parce que j'avais un de mes amis au collège qui jouait au tennis, qui était dans les meilleurs Français. Il s'appelait Pierre Capdeville. Ouais. Et qui m'a fait commencer parce que lui joue au tennis, tout simplement. Et donc je me souviens, parce que même lui au départ il me disait tu feras un petit peu de compétition, etc. Et je me souviens dans ma tête que je me disais mais jamais je ferai de la compétition, c'est impossible. Et naturellement c'est arrivé. Avant je faisais plein d'autres sports, mais aucun sport ne m'accrochait vraiment. Et le tennis, quand j'ai commencé à jouer au tennis, là tout de suite ça m'a pris de me dire putain c'est super, la sensation de la balle dans la raquette, je m'en souviens encore la première fois. Ouais. Et donc je me suis mis à jouer. Alors au début je sais pas si oui, c'était pour le plaisir, j'y voyais aucun avenir en particulier, mais j'aimais ça, donc j'aimais m'entraîner, ça rencontrait mon côté un petit peu sérieux et d'avoir envie de faire les choses bien, qui m'ont tout simplement emmené à m'entraîner de plus en plus et à
et à continuer dans cette voie, quoi. Et c'était dans quel coin? T'es originaire d'où? De Cannes. D'accord. À Sofia, j'ai commencé à Sofia Antipolis. Non, j'ai commencé au Canet, la SPTT de Canet au tout début pendant un an et demi, et puis après j'ai basculé au Sofia Country Club à l'époque, qui était le plus grand club un des deux plus grands clubs de la côte. À l'époque, il y avait Daniel Conté, Alain Lambert. Ouais. C'est là où je suis rentré dans le sport-études de l'époque de là-bas, et c'était quelque chose déjà, c'était pour moi un espèce de défi. C'était déjà quelque chose de renommé, un peu élitiste, même si j'étais pas du tout dans l'élite, mais qui était un peu intimidant aussi, et j'ai réussi à m'introduire là-bas. Et quand ton pote de l'époque te disait que tu pourrais faire de la compète et que toi tu t'y voyais pas du tout, t'es quand même monté négat, t'as -2, t'as commencé tard. Quand on commence tard au niveau de la technique, c'est assez dur d'avoir une belle technique, tout ça. Enfin, comment t'as progressé alors, et comment je pense que au niveau technique, c'est pas ça qui m'a barré la route, vraiment pas. Okay. Je pense pas que ce soit au niveau technique, c'est plus au niveau tout ce qu'on n'acquiert pas quand on commence tard, en fait, des automatismes, des rouages que t'apprends, qui même inconsciemment, quand t'es dans des âges vraiment des âges très très comme très quoi jeunes. Comme lesquels? Comme un contrôle de balle ou une coordination que tu vas avoir sans que t'aies besoin d'y penser, d'y réfléchir. Moi, à l'époque, ça, j'ai jamais acquéri ça quand j'étais gamin. Du coup, ça, j'ai dû le construire par le développement de la concentration, le développement des répétitions et des répétitions. Et du coup, ça te coûte quand même de l'énergie, ça te coûte en énergie, je dirais, ouais. Et il y a ça, et puis il y a aussi de jouer des matchs quand t'es jeune. Ça t'apprend la compétition, ça t'apprend des choses sur toi que moi j'avais pas du tout, et que j'ai dû apprendre sur le tard, et voilà, qui m'ont fait partir tard. C'est comme si tu commences une course de vélo et que tu me dis de commencer de partir 1 heure et demie après le départ, quoi. C'est l'image que je vais avoir. Même si je dis pas que j'aurais atteint un plus haut niveau ou le haut niveau si j'avais commencé beaucoup plus tôt. J'ai pas la prétention de dire ça, parce que il y a tellement de choses qui rentrent en compte. Mais voilà, le sentiment que j'ai eu, c'est qu'il y a vraiment des choses que j'ai découvert très tardivement, et au prix et tout seul en plus, et au prix de découvertes personnelles, et voilà. Ah, mais t'es quand même monté négat en commençant aussi tard. Ça a été quoi ta progression de non classé à -2? J'ai fait non classé. Alors, quand j'ai vraiment commencé à m'entraîner en ayant vraiment le but d'être joueur professionnel, j'étais à 15,5. Ouais. J'étais à 15,5. Je devais avoir 17 ans, 17 ans et demi, et j'ai fait 15,5 2,6 en étant à 15,1 à l'intermédiaire, et 2,6,0. Et là, j'ai stagné un petit peu. J'ai stagné un peu dans mes années de 0 à -2. J'ai vraiment stagné, alors que franchement, je pense que j'aurais pu atteindre au moins -15. Je vais pas dire sans problème, hein, c'est prétentieux de dire ça, mais je pense que j'avais ce potentiel au minimum. Voilà. Et après avoir commencé à 15 ans, au bout de combien de temps t'es 15,5? T'as mis combien de temps à te mettre à la compète et gagner tes premiers matchs? Écoute, là, quand j'ai commencé à m'entraîner et que j'étais 15,5, là, ça allait assez vite. Pour faire 15,5 2,6, j'ai presque envie de dire que j'ai pas eu trop de difficultés, en fait. Et t'as fait 160 matchs ou tu jouais grave, en fait? Non, j'ai dû faire une centaine de matchs. Je faisais une centaine de matchs par an à ce moment-là. Ouais. Mais bon, voilà, là, c'est presque, quand t'enchaînes les victoires comme ça dans ces petits classements, je veux dire, c'est pas représentatif du niveau, tu vois. Là, c'est plus quand t'arrives aux alentours de négatifs, et surtout à l'époque, c'est pas pour, dévaloriser le jeu de maintenant, mais à l'époque, négatif, c'était quand même une étape vraiment significative. Ouais. Et enfin, quand tu atteignais ce classement négatif, et après -4, -15 et -30, c'était encore autre chose. Je me souviens de mecs sur le circuit, c'était
Enfin, je veux dire, aujourd'hui, un mec à moins 15, c'est encore difficile de faire des comparaisons, mais un mec à moins 15 de l'époque, ça valait pas à moins 15 d'aujourd'hui. Vraiment, je pense que T'avais en deçà. T'avais quel âge quand t'étais 15-5 et que tu disais que tu voulais être joueur professionnel de tennis? J'avais 17 ans, j'avais 17 ans et demi, je crois. Et on te répondait quoi quand déjà, est-ce que tu le disais publiquement à cette époque-là? Je le disais pas, ça je le disais pas. C'est pas quelque chose que je disais. J'affichais pas. Je m'affichais pas. Comment dire. J'avais aucune. Je savais ce que je valais et ce que ça représentait. Donc j'étais discret par rapport à comment dire à mes objectifs, à mes rêves et à ce que je ressentais au fond de moi-même. Donc moi je faisais mon truc dans mon coin avec passion, avec implication. Comme j'ai toujours fait dans ce qui m'intéresse. Et puis voilà. Après, bien entendu, qu'on a dû se foutre de ma gueule ou dire mais c'est qui ce type. Moi, je partais dans toute la France à 15-5. Je faisais des tournois à Lille, vraiment dans toute la France. Je me suis retrouvé dans des tournois et je demandais aux gens, voilà, est-ce que je peux être hébergé, est-ce que vous pouvez venir me chercher à la gare et ils comprenaient pas quoi qu'un 15-5 ou un 15-1 ou un 2-6 viennent de Cannes pour jouer un tournoi, jouer à 9h du soir, des trucs comme ça. Et comment dire, et ça je l'ai fait. Je me souviens de tournois à Lille où justement dans ces années-là où j'apprenais à partir. J'étais jamais parti de chez moi et je me retrouvais à jouer des tournois, des matchs à 21h à Lille et j'étais dans des états par moments pas possibles parce que c'était un peu nouveau pour moi. À 17 ans, bon, j'ai envie de dire 17 ans, c'est déjà avancé, mais je pouvais me retrouver dans des états d'âme qui m'empêchaient presque de jouer et je perdais des matchs lamentablement contre des mecs qui jouaient bien moins bien que moi. Ouais. Et je me confrontais à ces choses-là qui me faisaient bien chier, bien mal, qui m'ont fait perdre pas mal de temps. Mais voilà, ça a été un peu ma formation personnelle pour pouvoir avancer et faire quand même ce que j'avais envie de faire. Voilà, j'étais face à des trucs qui me barraient la route mais j'avais quand même la sensation de me dire mais attends, mais c'est pas ce que je veux au niveau du tennis, ça représente pas ce que je suis capable de faire, donc il faut que j'arrive à quand même me sortir de ça pour juste exprimer ce que je sens pouvoir faire, quoi. Voilà. C'est bon. Et il y a des tournois un peu partout sur la côte, enfin là où t'habites. C'était quoi le but d'aller à l'autre bout de la France? C'est toi qui te poussais à faire ça ou on te poussait à le faire? Alors ces tournois-là, je les faisais quand il y en avait pas sur la côte, en fait, parce que il faut pas croire, sur la côte en hiver, il n'y a pas trop de tournois. Il y avait pas de En hiver, il n'y avait pas la possibilité de jouer trop de tournois. Okay. Alors ceux qu'il y avait, je les jouais. Et puis après, il y avait le côté un peu pour voyager, pour m'aguerrir. Je sentais que j'étais attiré par un peu l'aventure de partir. J'ai eu un peu ce côté-là de partir. Ah oui, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que quand j'étais 15-5, je suis parti 1 an aux États-Unis, dans une petite structure pour pouvoir m'entraîner. Et puis parce que là-bas, effectivement, à l'époque, les Américains, ils s'en foutent de ton classement. Ce qui les attire, c'est l'énergie avec laquelle tu fais les choses. Et il y a que ça qui compte. Donc, alors moi, j'arrivais pas en me disant, je m'affichais pas en me disant encore une fois, je veux être joueur professionnel. C'est juste, voilà, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de m'entraîner, et j'ai de l'énergie à revendre et j'ai du sérieux à donner dans ce que je fais. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et ce qui est marrant, c'est que donc ça, c'était en 98. Et donc dans une petite académie qui s'appelle en Floride à Miami, qui s'appelait Nunez Tennis Training. Et 20 ans après, je me retrouve à repartir à Miami pour le tournoi, le Master 1000 de Miami avec Daniel, et que j'ai recontacté la personne qui était en directeur du truc, et je lui dis voilà, je suis là pour le tournoi, je reviens. Et depuis, chaque année, quand je me retrouve à Miami, je vais dîner chez eux. C'est bon, je pense que le mec est halluciné de me voir là après 20 ans et qu'il ait vu un petit Français arriver et être dans son académie en étant inconnu total, en n'ayant eu aucun classement international en junior ou même sur le circuit. Et donc c'est assez drôle quand même. Ça devait coûter un bras ce camp-là. C'est tes parents qui te l'ont payé? Ouais, c'est ma mère c'est ma famille qui m'avait financé. Alors à l'époque, je sais plus combien c'était. Franchement, je sais plus.
Mais voilà, je pense que après avoir comment dire bravé les barrières qu'on m'avait mises parce que ma famille voulait pas au départ que j'arrête les études. Ouais. Là j'étais en terminale et du coup j'avais dit que je faisais par correspondance, que je partirais là-bas pour faire ça. Vu que je pense que j'étais incontrôlable pour personne et que c'était mon désir, finalement ma famille a accepté. Et puis voilà. Après c'est des histoires familiales, c'est-à-dire que et c'est là moi ça m'a intéressé aussi dans la psychologie, c'est que après moi je sais que ma grand-mère a une histoire particulière où aussi elle a beaucoup entrepris des choses. Okay. Et je pense que ça répond à quelque chose de familial qui fait qu'à un moment donné dans la famille on se retrouve finalement à se dire mais je peux comprendre, j'ai vécu la même chose, j'ai fait la même chose, à être capable de partir de chez moi pour pouvoir mener à bien des choses que j'avais envie de vivre. Est-ce que tu peux nous parler de cette flamme dont tu parlais que tu avais en toi et que tu voulais suivre contre vents et marées? Comment ça se matérialisait? Qu'est-ce que ça te disait? Comment t'as donné vie à cette flamme? Écoute, ça c'est quelque chose aussi, c'est je dirais une transmission de famille, tu vois, pour avoir recherché des choses dans ma famille pour me comprendre et pour savoir un peu qui je suis. Ça vient pas de nulle part, tu vois. Je l'ai parce que j'ai hérité de quelque chose de mes ascendants et tu as ça au fond de toi et c'est quelque chose qui est, soit tu l'écoutes et tu suis cette flamme là, mais en essayant de la canaliser aussi parce que c'est quelque chose que j'ai eu et qui m'a aussi joué des tours. Donc j'ai dû travailler là-dessus pour pouvoir en faire une force et pas un truc complètement dans tous les sens quoi. incontrôlable qui m'aurait et qui a été incontrôlable à un moment donné. Donc voilà, dans cette force, il y a aussi des failles, et dans cette faille, il y a aussi des forces. Voilà, donc ça après c'est propre à chacun. Et en tout cas, j'ai jamais, j'ai toujours voulu me servir de ça, et j'ai très vite compris que j'avais quelque chose qui me poussait à comment dire, à te dépasser, même les choses les plus folles, à les écouter et à me dépasser parce que c'était mon chemin quoi. C'était qui les mecs les plus forts que t'aies battus, des gars qui sont peut-être devenus pros par la suite quand tu jouais encore? Là j'ai plus de souvenirs. Je sais que j'avais fait des bons matchs avec des balles de match sur des mecs qui étaient montés des Argentins. Ça ne dira rien. 2 coups, c'est des mecs qui sont montés 300, 200, Okay. comme ça. Après, c'est plus des joueurs français qui sont montés à moins 30 ou première. Ouais. Après, c'était le circuit de l'époque qui était sympa. Je me souviens des Laurent Vigne et des Nico Grammar. C'est pareil, ça peut faire rigoler certains joueurs pro, mais bon, voilà, en tout cas, c'était mon niveau de rencontrer des mecs comme ça et que ce soit des challenges, tu vois. Donc après chacun a son niveau maximal et en tout cas voilà. En tout cas, je sais que c'était des mecs qui jouaient bien à un niveau quand même respectable. Voilà. T'as joué des qualifs de futur un peu? Ouais, j'en ai joué, mais bon, j'ai le sentiment que j'ai merdé de ce côté-là. Je me suis enlisé là-dedans et j'ai rien fait de significatif quoi. C'est pas quelque chose dont on peut parler, même si je pense que j'avais la possibilité de faire mieux que ce que j'ai fait, ça n'a pas été le cas. Hein. Ta décision de devenir entraîneur est venue d'où et comment s'est fait le processus quoi? Écoute, quand j'ai décidé d'arrêter, donc ça c'était en 2006 ou 2007, je crois que c'était 2007 plutôt, ouais 2007. Il faut bien réfléchir à qu'est-ce que j'ai la possibilité de faire. Et on m'avait proposé à l'époque, j'avais pas le BE, à l'époque c'était le BE, ouais. Et j'avais pas de diplôme, donc j'avais déjà commencé mon tronc commun et j'avais le choix d'entraîner dans mon club à Grasse, dans le tennis études, ou bien d'entraîner une jeune fille
était de l'année de Mladenovic, qui était dans les 5 meilleurs, qui s'appelait Josepha Adam. Ouais. Et parce qu'avec son frère, je partais souvent au tournoi avec lui. Et du coup, il m'avait proposé d'entraîner sa sœur, donc de monter à Lille pour entraîner sa sœur. Et donc j'avais le choix soit de rester là, soit de partir. Et ça a été une décision, ça a été la première décision importante au niveau de l'entraînement, mais qui a été difficile parce qu'au départ je me disais qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je repars de galérer, de partir, de pas savoir ce que je vais faire, que ça soit incertain, etc. Ouais. Ou bien de me dire bon voilà je me pose à côté de chez moi et puis je fais ça. Donc ça a vraiment pas été facile. Et puis bon entre temps dans ces réflexions là j'ai passé le BE en candidat libre là en 2 jours. En 2 jours, montre en main, j'avais mon BE, Okay. avec quand même pas mal de réussite, mais bon, c'est pas du hasard non plus parce que tout ce qui concernait l'entraînement, tout ça, j'ai validé tout ce que j'avais à valider, je l'ai fait facilement parce que je m'intéressais à l'entraînement, parce que je me suis entraîné pendant une dizaine d'années avant de faire ça et que au-delà de jouer, je m'intéressais à ça quoi. Voilà, l'entraînement, ça a toujours été mon truc en fait. L'entraînement et la compétition, ça c'est devenu mon truc où même si j'ai pas réussi à être au très haut niveau ou au haut niveau, j'apprenais des choses, ça me parlait quoi. Okay. Et où j'en ai fait quelque chose. Et là, donc j'ai décidé parce que voilà, ma flamme m'a conduit à me dire bon non, si je reste ici, je vais mourir. Cette flamme, elle va s'éteindre et je vais me retrouver dans 3 ans, 5 ans, me dire mais qu'est-ce que j'ai fait là, parce que j'ai voulu me poser ça veut rien dire, donc je suis parti et puis j'ai entraîné cette jeune fille pendant 1 an et quelques mois. Ça a été une bonne réussite et une bonne expérience. J'étais tout seul, je me démerdais, je faisais tout, je faisais le physique, je faisais le mental, je faisais le tennis. Ouais. Et je me formais en même temps sur la préparation physique, sur la préparation mentale. Donc j'ai appris tout seul sur le tas. Alors évidemment, je suis pas quand je dis tout seul, c'est faux. C'est-à-dire que c'est moi qui le faisais en le faisant, j'apprenais. Okay. Et en même temps, j'ai toujours réussi à m'entourer et de personnes qui sont devenues un petit peu des références. Je pense que mon énergie, ma curiosité et je pense un peu mon intelligence aussi me faisait rencontrer des gens qui transmettaient bien des choses en fait. C'était qui tes mentors? Alors j'ai eu une première personne au niveau de l'entraînement qui a été mon entraîneur, qui s'appelait Philippe Rome. Ouais. Ensuite j'ai eu un deuxième entraîneur qui était dans le karaté, dans les sports de combat, parce que j'ai été très branché aussi sport de combat. Ouais. Après au niveau de la préparation physique, j'ai fait une formation personnelle chez Cometti à Dijon. Le mental, c'était un mec qui s'appelait Christian Target, qui est de Nice et qui avait monté une formation à Dijon aussi. Donc voilà, j'ai plein de personnes qui jalonnent mon parcours, comment dire, que ça soit sur le tennis, le physique, le mental. Ouais. En ce moment, au physique, je suis très proche de Fred Aubert, qui est entraîneur de la Fédé française de foot, là, qui a entraîné les filles pendant la Coupe du Monde et qui est encore avec elle, je pense. Okay. Voilà, qui a été dans le basket, etc. Donc voilà. Et donc après cette expérience dans le Nord à Lille, j'ai bougé, j'ai voulu changer. Pareil, je voulais pas revenir dans le Sud et j'avais l'occasion d'entraîner au Haut de Nîmes. On m'a proposé quelque chose au Haut de Nîmes. Et puis finalement, je me suis retrouvé à Paris dans une petite structure parce que je voulais pas être dans un truc trop grand. Ouais. Pareil, c'est une question je voulais encore être dans l'aventure. J'étais attiré par être loin de chez moi. Ouais. Donc j'ai fait 1 an et quelques mois dans cette structure. Et puis après, là, j'ai coupé avec le tennis parce que ça me gonflait. Là, je trouvais pas trop un petit peu l'issue de ce que je faisais. Ouais. Donc pendant quelques mois, j'ai arrêté. Après, T'as fait quoi en arrêtant? J'ai bossé dans des magasins de sport, Okay, voilà, j'ai rien à voir. Franchement, rien à voir. Et puis finalement, on m'a proposé un peu de bosser dans un club en Belgique.
j'ai fait quelques jours et puis je me suis retrouvé dans un club lambda quoi en fait, un peu huppé mais lambda, et je me suis rendu compte que pareil, c'était pas pour moi ça. Ouais. Du coup j'ai coupé là, j'ai eu une période creuse pendant quelques mois encore. T'as quel âge à ce moment-là? Ouais, là j'ai donc ça c'était en 2009-2010. Donc j'ai 28-29 ans. Ok. Et tu flippes un peu, te dire putain, je trouve pas ce que je veux faire, tout ça. Enfin, t'es un peu perdu à ce moment-là. Je flippe, mais en même temps quand t'es dans le, en même temps, je me laissais. C'est comme si j'avais quelque chose au fond de moi qui me comment dire, qui me guidait en même temps. Okay. Bizarrement, j'ai quelque chose. C'est comme si j'avais un gouvernail qui me dirigeait au-delà de moi-même en fait. Ensuite, je suis allé retravailler à Paris dans une structure qui s'appelle Players, où ils cherchaient des entraîneurs pour des stages et tout. Ouais. Et je me suis présenté là-bas. Et ça a plutôt bien fonctionné. Ça m'a redonné goût un petit peu à suivre des jeunes. Et du coup, mon profil leur a plu. Ils m'ont demandé de rebosser avec eux et de me faire bosser avec eux dans le sud, à Cagnes-sur-Mer. Ouais. Donc là pour le coup ça m'a rebranché de redescendre dans le sud, et pendant un an et demi, 2 ans, j'ai bossé dans ce club à Montaleigne où Players voulait s'implanter. Mm-hmm. Et finalement ça s'est pas fait, ils n'ont pas continué là-bas, et moi j'ai l'opportunité d'entraîner un jeune en privé à Monaco. C'est ce que j'ai fait pendant 2 ans. Ouais. Un jeune qui est monté négatif, qui était à 15-1 à l'époque. Donc ça, c'est vraiment ce que je voulais faire, de pouvoir coacher des joueurs. Alors, ce joueur-là, il voulait être pro. Il avait 14 ou 15 ans à l'époque. Donc, il avait une bonne énergie. Il était prêt à bosser. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et quand ça s'est arrêté, 2 jours après, j'ai recroisé mon collègue avec qui je m'étais entraîné à Monaco, justement, Jean-René Lisnard, ouais. qui voulait monter sa structure. Et du coup, on s'est rassemblé, on a rassemblé nos compétences, et en 2013, juillet 2013, on a créé Elite Tennis Center, qui depuis est devenu ce centre à Cannes. Yes. Et depuis, voilà, on bosse ensemble dans ce centre. On a créé ce centre ensemble, quoi. C'était avant que tu as été sparring de Joe Tsonga, Enquist, Safin et Hénin? Oui, ça c'était quand je jouais en fait. D'accord. Quand ils venaient à Grasse, je me souviens, ils avaient besoin de personnes, et j'avais fait une semaine avec Joe. Est-ce que tu peux nous sortir une anecdote avec chacun de ces protagonistes assez connus? Une anecdote avec Joe, avec Enquist? Ouais, Joe, dont je me souviens, bon, à l'époque, il revenait de blessure, il était souvent blessé. Ouais. Et je me souviens que on avait fait, c'était sympa les entraînements avec, il était avec Eric Vinogradski à l'époque, et Moncourt, qui était avec lui à cette époque-là. Okay. Et je me souviens, ils étaient super sympas. Encore une fois, j'avais pas, je pense que j'avais le niveau parce que j'étais comme un dingue sur le terrain. Je m'entraînais comme un fou. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais pas le premier choix de sparring, parce qu'il y avait un mec dans mon club qui était à moins 30, donc qui était plus fort que moi, je vais dire. Ouais, mieux classé en tout cas. Mais il avait pas accepté, il avait pas voulu. Je pense qu'il avait un peu peur. Et du coup, c'est moi qui ai eu la chance de le faire. Donc, je me suis donné à fond, et franchement, ça se passait super bien. Et je pense que ils ont eu un sparring qui était très bien pour leur semaine d'entraînement. Et je me souviens de Joe, parce que je me souviens en coup droit, il était monstrueux. Tout ce qui était au-dessus de la tête, match, service, il était incroyable. Je me souviens de ça, ça m'avait marqué en me disant, mais waouh, c'est un niveau, c'est colossal, quoi, de ce qu'il fait au service. Alors le smash, ça peut paraître anodin, mais quand je dis ça, c'est que tout ce qui était au-dessus de la tête, ouais, tu pouvais plus toucher la balle, quoi, en fait. Et ce qui est le cas dans son jeu, hein, son service, tu vois. Je me souviens quand j'ai fait ma première saison sur le circuit avec Daniel, ouais, je m'occupais des stats, je regardais des trucs, et Joe était le numéro 1 en points gagnés derrière sa première balle. Je me souviens de ça. Et donc ça, après,
Mathieu Moncourt, lui, il était increvable, le mec. On se faisait des entraînements parce que j'avais un peu ce style de jeu. C'était, les échanges qu'on se faisait, c'était dingue. Et du coup, quand j'avais joué, parce qu'ils étaient venus pour préparer le futur de Grasse, du coup, ils étaient venus voir mes matchs de pré-qualif et de qualif, et donc c'était sympa, quoi. Et j'avais perdu, je me souviens, et Joe, il me disait, mais putain, tu devrais plutôt jouer comme ça, tu du fond, t'es monstrueux du fond, etc. Et en soi, il avait raison. Mais pour le coup, il avait raison, mais en même temps, il y avait des limites. J'avais des limites à ce niveau-là, c'est que si je faisais que ramer du fond, je me lassais en fait. Et du coup, il fallait qu'il y ait un petit peu de créativité, qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait un but en fait, un but différent que juste remettre la balle. Et voilà, donc. Enquist, tu te souviens d'un truc avec lui? Ouais, Enquist, c'était un quiz, je me souviens. Parce que j'étais moins bon en coup droit qu'en revers. En revers, j'ai toujours été assez au-dessus. Et d'ailleurs, quand je jouais avec des mecs comme ça, côté revers, entre guillemets, je craignais rien, quoi. C'est-à-dire que j'étais de leur niveau de côté revers. En côté coup droit, c'était plus difficile. Et un quiz, je me souviens, on faisait des diagonales coup droit. Et mon entraîneur à l'époque, c'était l'entraîneur de Monaco, Manu Osner. Ouais. Je me souviens, je pense qu'il avait honte, et moi aussi, parce que quand on jouait avec son coup droit, Enquist qui tapait la balle, c'était monstrueux, c'était un bûcheron, le mec, la balle arrivait à une vitesse, à une puissance, je ne pouvais pas, mais c'est simple, je ne pouvais pas contrôler, je ne pouvais pas la mettre dedans en coup droit. Et parce que là, ça rencontrait des limites où là, c'était, là, c'est comme si je vais boxer, je suis face à Tyson ou contre un boxeur et tu te fais démonter, tu peux rien faire. T'as beau dire au mec, mets ta raquette derrière. Et là, c'est juste où je suis en bagnole, je suis dans ma Seat et le mec il est avec sa BM qui va 4 fois plus vite, quoi. On peut pas rivaliser, quoi. Et je me souviens de ça. Safin. Alors, Safin, ce qui est drôle, c'est que j'ai joué quelques fois avec lui. Il était une fois notamment, il revenait de soirée, et donc il était pas très frais. Donc il y a ça. À Cannes et toujours. Ce qui est marrant, c'est à Cannes. À Cannes, c'était au tennis club de Cannes. Et ce qui est marrant, c'est que cette année, j'étais à la TP Cup et c'était lui qui était le capitaine pour la Russie. Et ce qui était marrant, c'est que je lui ai reparlé de ça et il se marrait parce qu'il s'en souvenait même plus. Bon, ce qui est normal. Ouais. Il a vu tellement de monde dans sa vie que c'est pas ça qui l'a fait se souvenir. Mais ce qui était drôle, c'est que cette année, là, il était capitaine, mais il n'est pas entraîneur. Donc c'est moi presque qui lui disait quand il était sur le terrain comment parler aux joueurs, comment faire des séances d'entraînement, et c'était drôle parce qu'il était assez réceptif parce que je suis quelqu'un d'intelligent, Marat, et que je pense qu'il me respectait et il sentait que ce que je racontais c'était pas de la merde, et qu'il fallait écouter certaines choses, donc c'était très drôle. Et du coup on avait une complicité assez simple, et puis aussi parce qu'on est aussi de la même génération, je crois que même que je suis plus âgé de lui de quelques mois ou d'un an, donc c'est un mec quand même simple et sympa humainement, et déconneur. Donc et moi, comme je suis aussi déconneur, c'était marrant sur la chaise d'arbitre, parce que là, pendant les matchs, moi j'étais derrière lui, et ça m'arrivait de lui faire des blagues et de lui dire des trucs pendant le match ou pendant le changement de côté. Donc il pouvait pas répondre parce que sinon ça se voyait dans les caméras et des trucs comme ça. Donc c'était assez drôle. Et t'arrivais à contrôler en coup droit face à lui? Putain, ça vient vite aussi, non? Safin, là quand on jouait, ça c'était marrant parce que lui il avait plus joué et il pensait que j'allais pas pouvoir jouer contre lui, mais j'arrivais très bien à jouer contre lui, donc c'était drôle. Okay. Et il y avait tous les Russes qui regardaient genre est-ce que je vais arriver à résister, à rivaliser ou pas, et j'y arrivais. Bon, c'était drôle. Et Justine Hénin, tu te souviens de quelque chose? Alors ça va pas être sympa pour elle, mais je le dis avec comment dire. Avec des pincettes. Sympathie, avec des pincettes et sympathie, en rigolant. C'est que moi, quand je m'entraînais avec elle, je pense qu'on n'avait pas le fit tous les deux, parce que on n'avait pas le fit. J'avais l'impression que c'était jamais dans la bonne humeur en fait avec elle, alors que mon pote Benjamin Balleret qui s'entraînait avec elle, lui, il me disait qu'elle déconnait, etc. Ouais. Et moi, avec moi, c'était tout le temps un peu moribond en fait. Okay. Et alors que c'est une fille sérieuse et moi je suis quelqu'un de sérieux, mais j'aime bien tout en étant sérieux que ça qu'on
qu'on rigole. Je vois, moi, quand je suis sur le terrain avec Daniel ou avec d'autres joueurs, ou moi, quand je m'entraîne, quand je boxe, etc., je suis dedans à fond. Ouais. Et il y a de l'enthousiasme, il y a de la bonne humeur, même quand je suis pas dans un bon mood, ou j'ai des trucs qui peuvent me tracasser, il y a toujours un moment donné où il y a une accroche, il y a une ouverture pour ouvrir et briser la glace. Avec elle, c'était impossible. Et du coup, je détestais m'entraîner avec elle parce que il y avait pas ce truc. Et alors que Benjamin, il me disait, putain, mais moi, avec moi, on rigole et tout. Et je lui disais, bon, bah, écoute, tout simplement, nos deux énergies, elles se rencontrent pas, quoi. Et c'est impossible. Et ça, je l'ai vu avec des joueurs. Parfois, ça fonctionne, et avec d'autres, ça matche pas, quoi, tout simplement. Donc, et voilà, je pense qu'avec elle, c'était le cas, quoi. Dans les personnes qui ont jalonné mon parcours, j'ai cité quelques personnes, et j'aimerais aussi citer Richard Ouvrard. Lui aussi, c'est une personne qui m'a accompagné, qui m'a formé aussi sur les techniques de coaching mental, je vais dire, et d'accompagnement des sportifs de haut niveau. Ouais. Et puisque ça fait partie, c'est très présent dans ma vision des choses en tant qu'entraîneur. Et du coup, c'est quelqu'un qui est important pour moi. C'est-à-dire, il t'a transmis quoi dans les grandes lignes? Il m'a transmis quoi? Il m'a transmis sa façon de voir et d'accompagner l'être humain, qui est pas seulement, lui, il se démarque un petit peu de la préparation mentale, qui est surtout sur des techniques de visualisation, de gestion des émotions, qui sont indispensables pour les sportifs. Ouais. Lui, il est plus dans l'accompagnement de d'autres dimensions du sportif et de la personne. C'est difficile à décrire parce que bien sûr, ça va avoir un impact sur les émotions, mais ça va plutôt consister à permettre au sportif d'utiliser les matériaux qu'il a en lui-même par rapport à qui il est, et à évoluer, à bouger ces choses-là, à les transformer. Et forcément, cette transformation qui se fait à des niveaux plus profonds de la personne, vont forcément faire bouger aussi les réactions et les émotions dans différentes situations, en fait. Voilà. Et donc l'émotion, elle va être gérée différemment, non pas parce qu'il va y avoir un contrôle ou une gestion de l'émotion, mais parce que la personne aura bougé d'autres choses qui ont un impact sur l'émotion, en fait. Ok. Et ces autres choses, c'est quoi? C'est trop long. C'est trop long. C'est vraiment propre à chacun. Ouais. Et il se sert de techniques, notamment la modélisation symbolique. Ça, c'est une technique comme la visualisation, c'est une technique Okay. de préparation mentale. Ça, c'est une technique de coaching où grâce aux images qu'on a en soi et qui ont des symboles et qui représentent un paysage intérieur pour la personne, et qui est spécifique à la personne. C'est-à-dire que si je te dis putain, quand tu es sur le terrain, tu peux qu'est-ce que je pourrais trouver comme exemple? Attends, qu'est-ce que j'ai comme situation en ce moment avec des joueurs? Merde, comment je pourrais dire ça? Attends, il faut que je trouve un truc assez parlant. La compétition, peut-être, aujourd'hui, comme on a un peu de mal à se projeter sur le... Non, c'est pas forcément ça, mais sur tu vois, par exemple, si je dis un joueur, pour utiliser ses jambes, je vais utiliser mes mots à moi, genre injecte avec les jambes, par exemple. Ouais. Ça, c'est mon mot à moi, par exemple. Ça peut ne pas vouloir dire la même chose pour le joueur. Pour autant, ça veut pas dire que c'est pas bon. Mais disons que pour le joueur, c'est d'arriver à trouver les images qui lui parlent. Et ces images-là, tout le monde en a, tu vois. Et il faut réussir. Et cette technique de coaching, c'est d'utiliser ton matériau à toi, qui te parle et qui va produire quelque chose. Et donc dans l'accompagnement des sportifs de cette façon-là, c'est d'utiliser les images du sportif et de pouvoir les faire évoluer avec le coaching pour que ça soit vraiment des ressources propres aux sportifs et efficaces pour le sportif, tu vois. Donc ça veut dire que tu t'essaierais de prendre les mots du sportif, de savoir son vocabulaire, ce qui lui parle à lui, c'est ça? Ça, c'est indispensable. Ouais, ça, c'est indispensable. Et là, après, ça, c'est des techniques de pro proprement dit. Moi, j'ai pas la prétention de dire que
que je suis pro là-dedans, mais comme je suis sensible à ça, je vais y faire attention et du coup je vais je vais le gérer différemment que quelqu'un qui n'est pas du tout conscient de ça, tu vois. Okay. Et du coup je sais que j'agis avec ça, je sais que j'agis à mon niveau de compétence sur le sportif. Après, comme je te dis, je suis un entraîneur qui est assez branché et qui prône ce travail de développement et d'accompagnement pour le sportif. Ouais. Moi après, j'encourage les joueurs que j'entraîne à travailler avec quelqu'un pour développer ça et puis pour le rendre encore plus performant, efficace, etc. Voilà. Et concrètement, et du coup je travaille ouais. et du coup je travaille en lien avec aussi la personne qui peut travailler avec le joueur, forcément. Bien sûr, ouais. Et si t'avais pas été dans le tennis, t'aurais été chaman, non? Non, je sais pas, parce que ça c'est encore autre chose. Mais d'ailleurs, tu parles de chaman, on parlait de Marat hier, lui il est branché là-dessus. Il est branché là-dessus. Hein. Branché chamanisme? Ouais, il est branché chamanisme. Mais vrai chamanisme, c'est-à-dire dans des pays où c'est vraiment une tradition et où c'est vraiment reconnu comme quelque chose c'est comment dire, c'est quelque chose d'ancestral dans ces pays d'Amérique du Sud notamment. Et bon, pour nous, on peut voir ça comme quelque chose d'ésotérique ou de complètement farfelu, ouais. mais je pense qu'il y a des choses qui nous dépassent et comment dire, et qui, du coup, comme ça nous dépasse, on se dit, ouais, c'est quoi ce truc de dingue, etc. Après, évidemment, tu peux pas l'utiliser à toutes les sauces, n'importe comment. Il faut que ce soit bien cadré et que ça fasse pas partir le joueur n'importe où. Et c'est pas du tout ma vision d'utiliser tous les trucs, machin, et de faire n'importe quoi. Pas du tout. Il en cache, Marat, derrière ses airs de gars festif. Il en cache. Moi, apparemment, d'après ce qu'il me disait, il a beaucoup changé quand même. Bon, ok. Pour revenir sur ta collaboration, ton association avec Daniil. Donc vous avez commencé ensemble quand il était junior, c'est bien ça? Tu l'as pris, il était 30e mondial junior, il me semble? Alors en fait, il est arrivé au centre en 2014, il était dans les 15 premiers juniors, entre 10 et 15, je crois qu'il était 13. Ouais. Et il se trouve que à l'époque, donc c'est 2014, on était vraiment au début du centre, donc il y avait JR, moi et Julien Jean-Pierre qui venaient d'arriver au centre pour nous aider, pour travailler avec nous. Yes. Donc on était peu d'entraîneurs et cette semaine-là, quand Daniil est arrivé, je crois que j'étais le seul entraîneur au centre à gérer le centre. Et du coup, c'est moi qui prenais en charge tous les entraînements de tous les joueurs. Okay. Donc, je faisais du 8h-18h non-stop quasiment. Et donc Daniil est arrivé ce jour-là et enfin c'est une semaine comme ça. Et moi je l'ai entraîné cette semaine-là. Ouais. Parce qu'il venait faire un essai et en même temps préparer ses tournois juniors, sa tournée junior sur terre battue qu'il y avait en France, en Italie. Voilà, donc moi je l'ai connu comme ça, mais bon, comme un joueur normal qui venait au centre c'est-à-dire où quand on accueille des joueurs, on ne sait pas que on va accrocher avec un joueur, etc. On fait son boulot, c'est ce que je faisais, et puis là voilà, Daniil était un joueur comme un autre, j'ai envie de dire, à ce niveau-là. Et puis au fur et à mesure des mois, ce qu'on cherche à faire avec les joueurs, c'est de pouvoir faire essayer tous les entraîneurs aux joueurs pour voir avec qui il a le plus d'affinité, avec qui il sent que il veut travailler. Ouais. Et à l'époque, Daniil avait choisi Julien Jean-Pierre, notamment par rapport au fait qu'il avait de l'expérience sur le circuit, etc. Et donc leur collaboration, elle a dû durer 1 an à peu près, 1 an et 2 mois, quelque chose comme ça. Alors à l'époque, dans notre gestion du centre, moi ça m'est arrivé quand même de continuer de faire quelques entraînements avec Daniil, parce que j'étais responsable du centre et que j'entraînais aussi d'autres joueurs, et je continue d'entraîner Daniil. Et puis en 2015, je me souviens, j'ai fait un premier déplacement avec lui parce que Julien était sur un autre tournoi avec un autre joueur avec Arthur Devé, je me souviens, en Tunisie, qui était allé en finale ou en demi-finale. Du coup, les qualifs de Marseille, pareil, j'étais le seul entraîneur du centre à ce moment-là, sur place. JR était ailleurs aussi, je sais pas avec qui. Et puis donc, je suis parti avec Daniil pour les qualifs de Marseille. On est parti en bagnole et puis voilà, il a fait le tournoi de Marseille. Il a passé un tour en battant un mec
Martin Weiss qui était 200 et quelques à l'époque, et c'était sa meilleure perf en tant que joueur. Et puis voilà, ça s'est bien passé. C'était un tournoi, je veux dire, c'était ponctuel. Voilà, moi j'essayais d'être simplement le meilleur possible sur la mission que j'avais. Ça aurait été Daniel ou un autre joueur, ça aurait été la même chose. Ouais. À la différence que c'était un tournoi ATP et que pour moi, je crois que c'était le premier tournoi ATP où j'accompagnais un joueur. Ok. Voilà, donc ça c'était en 2015. Je crois pas que j'en ai fait d'autres avec lui en 2015. Ouais. Et en 2016, là j'ai commencé, je l'ai accompagné sur la tournée sur gazon. Je me souviens l'avoir rejoint à Ilkley, c'est un challenger en Angleterre. Et pareil, il était toujours avec Julien Jean-Pierre et toi, t'es intervenu ponctuellement? Alors là, il était plus avec Julien. Non, là, il était. C'était déjà. Julien n'était plus au centre à ce moment-là. Julien a arrêté à fin 2015. Donc, attends que je dise pas de bêtises. Non, il était encore là, Julien. Donc c'est juste Daniel qui souhaitait. Attends, je me remémore. Non, je pense qu'il était encore. Il bossait encore avec Julien, mais on tournait un peu plus. Voilà, on mixait un peu plus Julien, moi, ouais. Et parfois JR aussi. Et là, il se trouve que c'était prévu que ce soit moi par rapport au dispo de Julien ou de JR, que ce soit moi qui l'accompagne sur ces tournois-là. Ouais. Et puis donc, je me souviens d'une tournée et on était parti pour. Lui, il avait déjà commencé avant Ilkley. Je sais plus quel tournoi il avait fait. On s'était rejoint en Angleterre. Et donc Ilkley et les qualifs de Wimbledon. Donc en gros, ça avait fait 3 semaines ou voire 3 semaines de déplacement avec lui. Mm-hmm. Et donc c'était une période un peu, c'était plus long, donc forcément tu rentres un peu plus dans le monde du joueur et je me souviens que ça s'était encore une fois très bien passé, même si c'était pas du tout facile parce que Daniel est quelqu'un qui, surtout à l'époque, on n'avait rien créé, donc au niveau connaissance de chacun, c'était pas évident. Je me souviens des briefings ou des débriefings avant match. Par moment, tu vois, dans l'accompagnement du joueur, je sentais que c'était pas quelqu'un qui parle beaucoup, tu vois. Donc limite, si moi je faisais un monologue, ça durait 20 secondes, quoi, de ce que j'avais à lui dire, etc. Et j'avais l'impression que putain, en fait, je parle, mais si je parlais pas, ça serait la même chose. Et du coup, je me disais, en fait, je me disais, ça sert à rien ou ça me sert à moi de dire ça. Mais pour le joueur, c'est pas son mode de communication, tu vois. Je sentais ça. Je me disais donc au fur et à mesure des briefings d'avant-match ou d'avant-entraînement, j'essayais de peaufiner ma façon de communiquer avec lui pour pour sentir que, ok, là, ce que je suis en train de faire dans ce moment-là, c'est lui faire. Et du coup, mais le fait de m'être formé au niveau du coaching, avec les personnes que j'ai citées, ça m'a aidé à développer, à rendre l'échange un peu plus riche, ouais. pour le joueur, en fait. Et à la place du monologue, c'était quoi la technique pour rentrer dans son schéma de communication? C'était de questionner, en fait. C'était de questionner parce que c'est lui qui avait l'info, en fait. C'est lui qui avait l'info. Et moi, je voulais le diriger quand même. Enfin, le diriger, c'est pas le bon mot, mais je voulais le guider pour, à la limite, avoir des infos. Moi, je voulais avoir des infos, okay, pour que éventuellement je puisse rebondir et partager ma vision, mon sentiment, sans dire que j'avais la science infuse et que j'avais raison, mais juste pour pouvoir avoir un échange. En plus, ce qui n'était pas évident à l'époque, c'est que je savais très bien, et je pense que les joueurs savaient très bien que j'étais pas arrivé à un haut niveau. Du coup, il faut que tu gagnes ta crédibilité, tu vois. Et donc, quand t'es dans ma position, gagner la crédibilité, c'est pas dire il faut faire ci, il faut faire ça, c'est ci. Parce que le mec, il peut te dire, mais attends, ok, très bien, mais t'es gentil, mais ok, s'il fallait faire tout ça comme ça, comment ça se fait que toi, t'es pas arrivé à tel niveau, tu vois, par exemple. Et j'avais ça dans ma tête. Peut-être à tort, mais du coup, j'avais ça et à certains moments, je pouvais ne pas me sentir légitime de donner un truc, une vérité qui finalement n'appartenait qu'à moi. Et donc, j'ai essayé de trouver plus de subtilité pour pouvoir coacher les mecs, en fait. Et c'est comme ça que j'ai fonctionné. Je dis pas que ça a été facile. Je dis pas que comment dire, c'était efficace. En tout cas, je
pense que ça a participé à une bonne accroche avec Daniil et avec les autres joueurs aussi, parce que finalement c'est ce que j'ai fait avec d'autres joueurs du centre à l'époque, et j'ai toujours eu des bonnes relations et plutôt des bons résultats avec les joueurs que j'entraînais, et je pense que ça y participait, et du coup Daniil franchement a fait une bonne tournée sur gazon, alors pas que grâce à ça, hein, je veux dire, comme je dis, j'ai un mot qui me vient, c'est s'il n'a pas le potentiel de réussite, il peut pas le faire. Donc, mais à l'époque, il était sorti des qualifs, il avait fait deuxième tour à Ilkley dans le Challenger, c'était un super résultat, c'était un des plus gros challengers du circuit. Il perd sur Ryan Harrison, je me souviens. C'est Ryan Harrison, il perd peut-être au troisième tour ou en quart, je sais plus. Il perd en 3-7 et je me souviens, je me barre du match parce qu'il pète un câble. Ah oui, déjà à l'époque, tu pratiquais tu penses? Ouais. Je pratiquais ça en fait au moment, c'est au moment où tu es dans l'impasse et où tu sens que tu peux plus rien faire. Enfin, tu peux plus rien faire. Si tant est que tu puisses faire quelque chose, mais où tu te dis, là, je suis en train de regarder un truc qui a pas d'issue en fait. Donc, soit tu acceptes de juste être là dans les tribunes, à attendre que ça se termine lamentablement, soit entre guillemets, c'était plus pour dire, écoute, ce que je vois là, moi, je suis pas d'accord. Là, je peux rien faire dans les tribunes. C'est pas moi qui tiens la raquette et je peux pas parler ou pas beaucoup. Donc, moi, je veux pas cautionner ça. Je me casse, voilà. Et c'est mon choix. Et j'ai le droit, et c'est mon choix. Après, derrière, ce qui était bien avec Daniil, et je pense qu'il le ressentait, c'est que je pouvais être entre guillemets en colère de ça, mais ça n'avait rien de t'as pas le droit de faire ça, comment tu peux faire un truc pareil, genre lui mettre un poids sur les épaules. C'était plutôt écoute, moi là je cautionne pas ça, mais bon après tout c'est ta carrière, c'est ton truc, même si là je suis là en tant qu'entraîneur, encore une fois j'ai pas la prétention de dire tu me fais ça à moi, quoi, tu vois. Et je pense que parfois je peux ressentir chez certains entraîneurs, c'est genre tu me fais ça à moi, je viens pour t'accompagner, tu me fais ça, et j'ai jamais eu cette façon de voir les choses. Donc après ça se terminait après des briefings de match, on se disait ce qu'on avait à se dire, c'était paisible, et puis voilà, c'était terminé. Une fois que c'était parlé, tout de suite après on était ok, allez maintenant, qu'est-ce qui suit? Voilà, et puis après donc il y avait le tournoi, les qualifs de Wimbledon, et où il a fait dernier tour des qualifs, il perd sur le Marcus Willis à l'époque, qui avait battu, il me semble, il avait battu Berdych non, j'ai une connerie. Il bat Berankis au premier tour pour jouer Federer derrière Willis. Et je me souviens quand Daniil perd, putain, on était défait parce que il y avait la possibilité de pouvoir rapidement jouer Federer, même s'il fallait battre Berankis, mais je pense que Daniil avait les armes sur le gazon pour battre un joueur comme ça. Donc c'était pas facile, je me souviens, c'était pas facile à vivre. Mais bon, voilà. Donc ça c'est 2016. Après, je suis reparti avec lui à l'été sur un autre challenger, parce que au Kazakhstan, j'étais avec des filles et il y avait en même temps un challenger où Daniil était venu le faire, et j'étais resté avec lui 10 jours. Et pareil, ça s'était bien passé, que ce soit en dehors, que ce soit à l'entraînement ou pendant le tournoi. Et tout ça, c'était des petits. C'était très progressivement, des petits moments où à la fin on se disait écoute, merci, super, on a bien bossé, parce que je me souviens à chaque fois c'était à la fin il y a eu le tournoi, mais en même temps on bossait, tu vois, entre les matchs, etc. Et on avait vraiment le sentiment, je pense que c'était ressenti des deux côtés, que il y avait quelque chose de bien qui s'était passé, voilà, de fluide, qui matchait bien, quoi. Toi, tu fais des recherches sur les adversaires à chaque fois pour préparer les matchs, quand tu dis on a bien bossé entre les matchs? À l'époque, j'ai pas le souvenir que je recherchais. Alors oui, je pouvais prendre quelques infos, mais j'étais pas trop branché là-dessus plus que ça, qui a changé avec le temps, bien entendu. Naturellement, ça m'est venu en me disant bon là, il y a des trucs à savoir sur le mec, etc. Mais pas à l'époque. Et quand je dis on a bien bossé, c'est juste que Daniil à cette époque-là, c'était franchement, il y avait tout à construire. C'était, je te dis, un échauffement de match, mais c'était grotesque. Je me souviens à Astana, justement, donc au Kazakhstan, avant je sais plus quel match, l'échauffement. Je dis attends Daniil, ça c'est pas un échauffement là.
il y a zéro intensité, il y a rien, quoi. Tu prépares rien là. Et puis il me regardait avec des yeux genre mais qu'est-ce qu'il raconte, mais c'est mon maximum, etc. Et en plus il avait peur que si il en mettait plus, il allait se fatiguer, ce qui était pas faux non plus parce que physiquement il n'était pas non plus, c'est pas ce qu'il est devenu maintenant avec le travail qu'on a fourni. Ouais. Donc en même temps, je peux comprendre que c'était, mais attends, mais si je monte un peu plus dans les tours là, je vais être cramé. Donc il fallait aussi entendre ça. Mais bon, donc je l'entendais pour lui faire comprendre que, ok, je respecte voilà ce que tu dis, et en même temps, il faut rajouter un peu plus, quoi. Et je me souviens sur cet entraînement-là, je lui avais dit, mais vas-y, mais mets en plus, et en plus je m'en fous si tu me la mets dans le mur la balle. Je veux voir autre chose, je veux sentir une autre présence, une autre énergie. Et je me souviens parce qu'il l'avait fait et ça s'était très bien passé. Il avait vu que bah ça pouvait bien se passer, il pouvait en mettre plus sans rater et sans qu'il se crame non plus. Ouais. Et donc voilà. Et aujourd'hui, il s'échauffe grave, du coup, il s'est joué à la nuit. Aujourd'hui, il y a une vraie conscience de l'échauffement, de tous ces éléments-là. Et c'est allé encore crescendo parce qu'entre 2016 et 2017, il y a eu encore, là j'ai commencé à l'accompagner bien plus en 2017, dès le début de l'année d'ailleurs, on est parti en Inde sur le premier tournoi où il fait finale à Chennai, son première finale d'ATP. Ouais. Et il y avait tout ça. Et puis c'était vraiment des découvertes au fur et à mesure parce qu'il était très jeune. Je me souviens d'un match où il gagne contre Kovalev ou Kovalik et où l'échauffement d'avant-match il est nul, il n'en met pas une dans le terrain et où ça pouvait prendre des proportions importantes pour lui de dire mais attends j'en ai pas foutu une, je joue mal, je ne suis pas en forme aujourd'hui, etc. Et où ce match-là il avait très bien joué et où à la fin il me dit putain en fait je pensais pas que je pouvais faire un échauffement de merde et pas parce qu'il s'était pas donné mais qu'il sentait pas ce qu'il faisait. Ouais. Et ça arrive. Et que finalement derrière il pouvait quand même bien jouer, tu vois. Donc tout ça c'est des prises de conscience, tout ça c'est un cheminement que moi en tant qu'entraîneur, et c'est mon boulot, c'est de pouvoir accompagner ça et me servir de tous ces éléments là pour pouvoir faire cheminer et développer le joueur. Ouais. Et donc 2017 là j'étais encore en binôme, là pour le coup Julien Jean-Pierre était plus là. Okay. Et c'était JR et moi qui nous partagions les semaines avec Daniel et donc au fur et à mesure j'accompagnais de plus en plus Daniel. Voilà, 2017 ça n'a pas été une année facile, mais ça a été une année vraiment constructive encore une fois dans notre relation, dans le travail que moi la vision du travail que j'ai et que je lui apportais tout en tenant compte de Daniel, de lui-même, de ce qu'il pouvait donner, de là où il pouvait aller, etc. Ouais. Et je me souviens des moments clés de cette saison, ça a été Roland Garros cette année où il perd sur Bondy, mais où avant il n'a pas de préparation sur terre parce qu'il revient de blessure et parce qu'il était très fragile physiquement et où là il perd au premier tour, mais tout ce qui se passe avant et après sur le terrain à l'entraînement, c'est plutôt de qualité parce que il est vraiment à fond dans ce qu'il fait. Et moi ça, je pense que j'ai su le reconnaître et lui donner confiance par rapport à ça. Ouais. Ensuite, la saison sur gazon est arrivée et là il fait des bons résultats. Il fait Stogenbosch, j'étais pas avec lui, mais il fait qualifié de quart, il me semble. Ensuite au Queens. Il fait quart. Là, j'étais pas avec lui, c'était JR qui était avec lui au Queens. Et moi, je le rejoins à Eastbourne où il fait demi-finale et à Wim, il bat Wawrinka. Donc voilà, ça c'était autant de moments, de bons moments de résultats. Ouais. Et puis après, il y a la saison sur l'été aux États-Unis où là c'est catastrophique, il gagne pas un match ou un match peut-être, je me souviens pas. Mais où ça a continué d'être dans la construction du travail et de son développement parce que même malgré les défaites au premier tour qui est pas forcément facile à gérer, on faisait du bon boulot. Franchement, on travaillait bien. Ouais. Et même si lui il était jeune et pas professionnel, je me souviens quand on était rentré de Montréal pour connecter avec Cincinnati. On était en bagnole et je me souviens, je lui dis écoute Daniel, pour moi là, on faisait le débriefing dans la bagnole et parce que nous on a cette façon de faire, elle est elle est pas forcément
comment dire, elle respecte pas forcément genre un cadre, des règles, juste après le match, etc. Blablabla, à faire dans l'art dans les, comme on pourrait se dire le briefing il se fait peut-être pas chaud, mais il se fait quand même assez rapidement après le match, et puis sur un banc dans le vestiaire, avec une écharpe, une serviette autour du cou. Voilà, non, nous on fait pas comme ça. Okay. C'est vraiment alors évidemment, si j'ai quelque chose à dire et que je pense que c'est maintenant qu'il faut le dire, je vais lui dire, mais c'est plus souple, on est beaucoup plus souple. Et donc on fait ça dans la bagnole peut-être le lendemain ou le surlendemain, je sais même plus. Alors je dis pas qu'il faut faire ça 3 semaines après parce que t'as perdu les infos, etc. Mais bon, bref. Et puis là, je lui dis, tu sais, Dani, là pour moi je vois plein de trucs où c'est pas assez pro, c'est pas assez ci, c'est pas assez ça. Et il me répond, oui, mais Gilles, tu comprends, moi je sens pas que j'ai une passion comme ton pote Karen Kachanov. Ouais. Qui lui, il est capable de s'entraîner 10 heures par jour, machin, comme ça. Moi, j'ai 2 choses à dire par rapport à ce que tu dis. Je lui dis, la première, c'est que aujourd'hui, pour moi, t'es trop jeune pour ce que. C'est mieux là. C'est mieux au niveau du son. Je sais pas si t'as changé un truc. Je t'entends mieux aussi, mais je sais pas pourquoi. J'ai pas bougé. Ok. Bon, en tout cas, c'est top. Voilà. Et donc, je lui dis, pour moi, là, t'es trop jeune pour aujourd'hui avoir des certitudes là-dessus. Déjà, et je lui dis ensuite, tu sais, la passion ou l'entraînement, il se manifeste pas et il s'exprime pas de la même manière pour tout le monde. Ouais. Karen, il peut être comme ça, mais toi, tu peux avoir une passion et une façon de travailler qui s'exprime comme ça, et pour autant, ça veut pas dire que la sienne est meilleure que la tienne ou la tienne est meilleure que la sienne. C'est juste, correspond à qui vous êtes. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, je veux dire, c'est complètement ce qui s'est passé. C'est complètement, on est complètement là-dedans, quoi. Et donc, bon, voilà. Ça, c'est la petite histoire en courant d'été. Moi, après, je fais Cincinnati avec lui. C'est JR qui vient aux États-Unis pour faire la suite de la tournée d'été. Ouais. Et au retour, Daniel vient nous voir et en ayant réfléchi, en disant écoutez, voilà, j'aimerais que ce soit seulement Gilles qui m'entraîne et qui m'accompagne. Voilà, est-ce que c'est possible, est-ce que Gilles t'as envie, etc. Et puis voilà, ça a commencé. C'est bon, ça. Ça a commencé comme ça. Juste en comprenant l'évolution et la construction, jamais de la vie tu l'aurais vu venir qu'il atteigne le 5e rang mondial aujourd'hui. Enfin, tu le sentais pas du tout comme ça. Ça a été vraiment un travail de construction, quoi. Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez nous rendre un grand service en nous mettant 5 étoiles sur iTunes. Ça aide considérablement la chaîne Tennis Légende à trouver de nouveaux éditeurs et à avoir des invités de renom qui ont envie de partager leurs visions et leurs anecdotes du circuit pro. Parce qu'en face, il faut le dire, il y a le public et les évaluations qui sont là. Pourquoi Apple ? Parce que c'est la plateforme numéro 1 de podcast. Je vous mets le lien juste en dessous en description pour y accéder. Le bouche à oreille fonctionne à merveille, donc si tu veux faire plaisir à un pote ou une amie à toi, envoie-lui tout simplement l'épisode, peut-être qu'il ou elle se régalera autant que toi. Avec Johan, le fondateur de Tennis Légende, on a aussi mis en place un compte Tipeee si tu veux nous soutenir. Entre la préparation, le tournage, le montage et la diffusion, chaque épisode représente environ 10 heures de travail. Tu peux nous encourager donc à tout donner chaque semaine à hauteur de 2 €, soit un café par mois, ou plus, si le cœur t'en dit, et le lien pour y accéder est lui aussi juste en dessous. Enfin, abonne-toi à la chaîne YouTube, mets-nous un pouce et un commentaire sur ce que t'as pensé de l'invité, on pourra éventuellement organiser un match retour. On se retrouve mardi prochain avec un nouvel épisode. Belle semaine à tous, ciao.